cases dormaient dans des hamacs, disposés côte à côte. Les récidivistes, bagnards qui tuaient, qui cherchaient à s'enfuir du bagne, qui volaient, bagarres entre eux, outrage à surveillants, étaient dans un premier temps jetés dans un blocos. Blocos, il y en a 4. Par la suite, passaient devant un tribunal militaire, appelé tribunal maritime spécial. Les membres de ce tribunal étaient nommés par le gouverneur et prévoyaient pour les bagnards récidivistes 3 types de condamnation, à savoir la peine de mort, la peine d'emprisonnement, la peine de la réclusion cellulaire. Sinon, les récidivistes avaient droit à un avocat, défenseur choisi parmi les gardiens les plus intelligents. Autrement, lors de ces séances, la porte était ouverte au public. Parfois, on voyait des civils approcher, civils courageux qui quelquefois prenaient la parole. Sinon, la peine d'emprisonnement s'effectuait dans un camp forestier, celui de Charvin, situé entre Mana et Saint-Laurent-du-Maroni. Ce tribunal prévoyait la peine de la réclusion cellulaire, qui s'effectuait aux îles du Salut, les îles situées au large de Kourou. Là-bas, on mettait les réclus à Saint-Joseph. On dit qu'ils étaient placés sur cette île dans l'isolement total, et que le jour qu'ils devaient se tenir debout dans leur cellule, jusqu'à la tombée de la nuit, étaient épiés d'en haut, puisqu'à Saint-Joseph, le chemin de ronde s'effectuait au-dessus des cellules. C'était d'en haut que les punis de Saint-Joseph étaient alimentés. Les plus faibles, au bout d'un certain nombre de mois, découragés, perdaient la tête. Autrement, j'aurai l'occasion de vous montrer là où on mettait les bagnards condamnés à mort. Alors, dans un premier temps, nous allons entrer dans un blocos. Mais avait le pied attaché à cette barre en fer. Pour cela, ils utilisaient un arceau en fer en forme de U, genre manille, qui entrait dans la barre en fer. Autrement, les récidivistes bénéficiaient de la moustiquaire. Je vais profiter pour vous conter une anecdote, l'anecdote d'un aide-bourreau surnommé Mouchabeu, dit le fumier. Mouchabeu était habile dans la fabrication de ses pots de chambre. Il utilisait comme bois du wapa, qui est un bois qui contient une résine qui empêche l'eau d'y pénétrer. Sachez que les aides-bourreaux étaient également des bagnards. Par conséquent, la nuit ne dormait pas dans les cases qui sont de l'autre côté, avec les autres forçats, mais vivaient à part. Mouchabeu finit tristement pendu, sans doute à la suite d'un règlement de compte. Et puis, sachez qu'il y a eu un film tourné ici au mois d'octobre 91, à savoir l'affaire Césnic. Sinon, je vais pouvoir maintenant vous montrer les cellules des bagnards condamnés à mort. Ils pouvaient écrire, mais le jour était enchaîné aux pieds et la nuit aux pieds et aux mains. Et était au bagne condamné à mort le bagnard qui tue un gardien, bagnard qui tue un civil, puisqu'il arrivait que certains forçats travaillaient le jour en commun avec des civils. Quand ils s'entretuaient entre eux, le gagnant n'était pas condamné à mort, mais expédié aux îles. Je vais pouvoir vous montrer des inscriptions qu'il y a au mur de ces cellules ou encore au sol. Je reprends. Noël, dit Biel. Nous sommes à l'intérieur de la 91e cellule. Nous sommes à l'intérieur de la 91e cellule. À l'intérieur de la 93e, vous allez pouvoir voir une autre inscription. Cette fois-ci, au sol de cette cellule, la 93, au sol et à gauche. Sinon, dites aux autres personnes d'entrer pour moi, s'il vous plaît. Un petit groupe de détenus musulmans, appelés au bagne porte-clés arabes, aidés des aides-bourreaux, venait chercher celui qui n'avait pas été gracié par le président de la République pour le conduire au greffe, la petite maison qui est au fond, où le condamné à mort devait signer une décharge à l'administration pénitentiaire. Dès lors, il appartenait au bourreau, bourreau qui en était responsable. Le bourreau était un bagnard. Par conséquent, la nuit ne dormait pas avec les autres forçats, dans les cases qui sont de l'autre côté, mais vivait à part et touchait 100 francs par tête, plus 1 litre de vin rouge et un bleu de travail neuf. Charlot, surnom donné au bourreau, était toujours armé et gardé de chiens féroces. Pour quelle raison? Puisque la plupart moururent de mort violente, souvent inexpliquée. Le bourreau était dispensé de travail. Ses supérieurs fermaient les yeux sur ses menus trafics, passaient son temps libre à jardiner ou encore à pêcher. Autrement, les détenus arabes au bagne étaient des privilégiés. C'étaient eux qui, notamment, étaient chargés d'ouvrir et de fermer les portes des cellules. C'étaient les détenus arabes qui avaient la garde des familles de surveillants.
lors de la rentrée des corvées de transporter dans la cour principale du bagne, où c'est marqué compte de la transportation, c'étaient les détenus arabes qui, debout à l'entrée principale du bagne, qui fouillaient les bagnards qui rentraient des corvées. Comment se fait-il que les détenus arabes ici au bagne étaient privilégiés par rapport aux autres bagnards? On dit que chez eux, au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, que nombreux étaient les Arabes qui avaient été condamnés par un tribunal français pour des délits considérés comme mineurs par le droit coranique, tel le meurtre de l'épouse infidèle. Chez eux, le meurtre était un acte répréhensible en vertu du droit coutumier. Mais on dit que l'affaire pouvait se régler, surtout dans les tribus nomades. Par conséquent, pas besoin des lois de la République. Que faisait le meurtrier? Il prenait le maquis et chargeait sa famille de régler avec celle de la victime les conditions de versement du sang, qui variaient en fonction de l'âge, du sexe, de la position sociale de la victime. L'affaire réglée étant pardonnée, le meurtrier pouvait retourner dans sa famille. Et là, était arrêté par les gendarmes français et était condamné souvent durement. On voulait faire des exemples pour obliger les populations indigènes à obéir aux lois de la République. Une fois qu'ils étaient au ban de Guyane, notamment l'arabe, et qui se retrouvait derrière les barreaux ici en Guyane parce qu'il avait tué sa femme infidèle, ne comprenait strictement rien. Sa rancœur donc s'exerçait contre les autres forçats européens. L'administration pénitentiaire utilisait sans scrupule la rancœur, le goût de la violence, le racisme des détenus arabes au détriment des autres bagnards. Cette situation fut à l'origine de drames épouvantables. Voire de petits instruments démontables pouvant scier les barres en fer, et la cachette, c'était le rectum. Il s'introduisait cette étude dans l'anus jusqu'au rectum. Si je ne vous l'avais pas dit un peu plus loin, je ne vous l'aurais pas dit. Donc c'est pour ça que j'ai profité de vous le dire. Parce que là, je vais parler d'autres choses. Le gardien était donc au ban de Guyane d'origine corse. Le surveillant-chef, Roger Flotta, un Marseillais, était détesté des bagnards. On dit qu'avec sa vedette, qu'il hantait les eaux du Bas-Maroni. Les eaux des hâtes où les tortues luttent montent pour pendre, de nuit comme de jour. Et quand il rattrapait une bande de fuyards, même quand les évadés voulaient se rendre, que Roger Flotta ne voulait, dit-on, rien savoir, rien entendre. Il n'entrait pas dans les détails. Il jetait les fuyards en pâture aux requins. Les bagnards appelaient Roger Trempe la mort. Un lavoir où le linge était lavé. Un lavoir où le linge était lavé. Pierre attribuait à tout bagnard ayant une conduite exemplaire un petit bout de terre, une concession rurale ou urbaine. Même s'il restait au forçat 5-6 années de bagne à faire. L'administration pénitentiaire l'attribuait un petit lopin de terre, donc il jouissait d'une semi-liberté, travaillait la terre, pouvait avoir une femme, des enfants. Et jusqu'à la première récolte, l'administration pénitentiaire fournissait aux bagnards concessionnaires outils, vivres. Grâce à ce biais pénal, l'administration pénitentiaire allait pouvoir peupler ainsi que bâtir cette ancienne colonie. À partir de Saint-Laurent-du-Maroni, il était prévu de bâtir toute la Guyane. Si ce projet avait réussi, ça aurait sans doute fait de ce département un des plus beaux au monde. Avant le bagne, cette partie de la Guyane était appelée Pointe-Bonaparte et était essentiellement peuplée d'Amérindiens. Saint-Laurent-du-Maroni a vu naissance qu'avec le bagne. Saint-Laurent-du-Maroni appartenait aux bagnards. À Cayenne, puisqu'on parle souvent du ban de Cayenne. Est-ce qu'il y avait des bagnards? Oui, mais que très peu. Sachez que la plupart des prisonniers qui étaient à Cayenne étaient des forçats première classe. Par conséquent, le jour travaillait en commun avec les civils, étaient soit employés dans des services administratifs ou chez les particuliers. Il fallait compter à Cayenne par an et en permanence 200 bagnards pour 12 voire 15 000 Cayennais. Les Cayennais n'aimant pas retrouver dans leur entourage des forçats. Par conséquent, Saint-Laurent était l'endroit idéal pour pouvoir donc implanter un bagne. Les tout premiers arrivés, les tout premiers forçats sont arrivés au bagne en 1852. En 1852, on les mettait dans des endroits retirés, endroits qui étaient difficilement accessibles, situés du côté de la capitale, à savoir Cayenne. Et puis, à l'ouverture de Saint-Laurent-du-Maroni, ce centre fut inauguré le 21 février 1858. Il fut désormais décidé que la capitale de la Guyane,
Donc Cayenne, Kourou, resterait comme dépôt. Il y a à l'entrée de cette cellule tout plein d'inscriptions. Ensuite, à l'intérieur de la 39e cellule, par contre, dans cette cellule, il vous faut entrer. À gauche et au sol, vous allez voir gravé Petit Désiré de Reims. Et 1 mètre plus loin, un petit jeu. 1 mètre plus loin de Petit Désiré de Reims, il y a un petit jeu, des petits carrés et des points à l'intérieur. Selon certains, ça doit être solitaire. D'autres, un damier, un jeu d'échecs. Nom de bannière corse. Si les gardiens, pour la plupart, étaient d'origine corse, il y avait au bagne beaucoup de prisonniers corses. Marinari. Ensuite, à l'intérieur de la 46e cellule, il vous faut entrer dans cette cellule et regarder à droite et au sol. Il y a tout plein de surnoms. Donc, la cellule la plus demandée, entrez-y, entrez, il vous faut entrer dans cette cellule. C'est la numéro donc 47. Dès que vous aurez filmé cette signature ou prise en photo, rejoignez le guide qui va commenter. 10 pouces coupés, fut accusé du meurtre de Roland Legrand, tué non loin de la place Pigalle, et a été condamné par la cour d'assises de la Seine au bagne à vie. Aussitôt arrivé ici au bagne, il chercha à s'enfuir, raison pour laquelle que dans la 47e cellule, qu'il était en attente d'être expédié aux îles, d'où il attendit patiemment d'être désinterné pour recommencer une 3e fois au camp des Cascades. Le camp des Cascades était situé sur un petit affluent du fleuve Cayenne, à savoir la crique Matoury. Il s'évada de ce camp le 18 mars 1943. En 1943, c'était la Seconde Guerre mondiale. Les gardiens, ici au bagne, étant des militaires, par conséquent, la surveillance était considérablement relâchée. Il y avait, en 1943, au camp des Cascades, où Papillon était pour son bagnard, qu'un malheureux gardien. Par conséquent, Papillon était pratiquement libre de ses mouvements. Il atteignit le Venezuela. Sachez que le Venezuela était une terre d'accueil et que là-bas qu'il s'était installé à Caracas. Les Vénézuéliens l'appelaient Cacahuète. Pendant qu'il surveillait les femmes qui travaillaient pour lui, Papillon vendait des cacahuètes devant des cinémas. En juillet 1967, Henri décide de raconter son histoire. En 1969, Robert Laffont publie l'œuvre de Charrière. Il meurt le 29 juillet 1973 en Espagne, à Madrid, d'un cancer à la gorge, et a été enterré chez lui, à Lanas, en Ardèche. Sinon, les anciens compagnons de détention de Charrière reprochent à celui-ci de s'être attribué les aventures des autres, dont celle du roi de l'évasion, à savoir Armand Spiller. On dit qu'Armand était serrurier de métier. Pour le roi de l'évasion, il fallait toujours qu'une porte s'ouvre. En 1970-71, le grand Armand Spiller reçoit une invitation d'un grand journal qui l'invite pour assister à Paris à une conférence donnée par Charrière. Comme tout le monde, le roi de l'évasion avait en sa possession le livre de Papillon. Et ayant lu ce livre, il s'était rendu compte que son meilleur ami, son grand ami Papillon, s'était attribué toutes ses aventures. On dit qu'il préféra déchirer le billet de chemin de fer qu'on lui avait remis pour cette occasion. Pour pouvoir se défendre au bagne, le roi de l'évasion avait tué à 3 reprises, savait très bien manier le surin, le couteau, et avait un sale caractère. Donc, en déchirant le billet de chemin de fer, Armand Spiller avait pris une sage décision. Ce fut le Polonais Tomdish qui s'évada des îles cramponné à 2 sacs de noix de coco. Papillon s'attribua les multiples aventures de Vaudé, de Guy Davin, de Charles Hutte, surnommé par les bagnards Charlot, du célèbre bagnard Catusseau, sans oublier les multiples péripéties de l'indomptable Laporte, qui a passé plus d'un demi-siècle sous la tenue à rayures. On le surnommait la porte d'Artagnan. On dit de d'Artagnan qu'à 70 ans qu'il pagaillait pour regagner l'ex-Guyane hollandaise, d'où il fut repris et expédié au camp de la mort de Charvin. Puis signait comme quoi qu'il quittait le bagne. S'il le désirait, pouvait fumer une dernière cigarette ou boire un dernier verre, et puis 25 mètres plus loin mourait. C'était sur cette plateforme qu'étaient dressés les bois de justice. Machine à mort qui, pour l'heure, est à la maison d'arrêt de Cayenne. Déclenchait le lourd recouperé.
Dès que la tête était tombée, elle était prise par les deux oreilles et montrée aux autres bannières punies, réunies tout autour de la guillotine, à genoux, silence total. Le bourreau disait aux hauts fonctionnaires du bagne, au nom de la République, justice est faite. Les aides-bourreaux déliaient le tronc de la planche et le basculaient dans un panier. Le corps était enlevé du panier, posé sur une civière. Il sortait avec par cette petite porte pour regagner la morgue du bagne pour les préparatifs pour l'enterrement. Sachez que dans le cercueil, que la tête du décapité était toujours placée au pied. À Saint-Laurent-du-Maroni, les bagnards morts étaient enterrés au cimetière situé à l'entrée de la ville, mais à l'écart des tombeaux civils. Et aux îles situées au large de Kourou, à défaut de place, on jetait les bagnards morts à la mer. Il y a eu au bagne que très peu de guillotinés. En un siècle, des dizaines d'exécutions capitales, soit 2 par an. Le bourreau le plus célèbre du bagne s'appelait Espel, dit le chacal. Le chacal s'était tatoué au bras, sauve qui peut, succombe qui doit, et totalisa 33 têtes durant sa fonction de bourreau, dont 3 têtes en moins de 7 minutes lors d'une exécution groupée. On dit d'Espel qu'il était un nerveux, qu'il n'aimait pas attendre. Envoyez-moi le suivant! Mais la 34e tête, c'était la sienne, parce qu'il avait tué un commerçant chinois pour le voler. Le bourreau, le Ventoux, n'arrivait jamais à monter correctement la guillotine. Quand les bois n'étaient pas d'équerre, le couperet restait bloqué, tout en tremblant de peur. Le Ventoux détachait la tête au couteau et a été remplacé par Auguste, lui, Chaumet. Selon certains, quand on se met debout sur cette plateforme, ça porte bonheur. De femmes reléguées ont été envoyées ici, à Saint-Laurent-du-Maroni. À quoi correspondait cette peine? La peine de la relégation. Cette condamnation pour vagabondage valait la relégation, qui n'était pas une peine de prison, mais une mesure d'éloignement. Un relégué était quelqu'un d'indésirable, personne que les honnêtes gens en métropole n'aimaient pas trop retrouver dans leur entourage. À Saint-Laurent-du-Maroni, on les mettait dans des couvents. Derrière l'église de Saint-Laurent, là où il y a un collège. Collège qui... là où il y a un collège, l'autre couvent était à Mana. Au couvent de Mana, on peut y passer la nuit de nos jours pour 40 voire 50 francs. Soit dans un hamac ou dans un lit. Elles étaient ces femmes condamnées, surveillées par des religieuses de Saint-Joseph de Cluny. Confectionnaient des vêtements qui étaient destinés aux bagnards. Touchaient de l'argent, 20 à 30 centimes par jour. Pouvaient bénéficier de la moitié de leur paye, l'autre étant versé à leur pécule. Portaient une robe de cotonnade à 1000 raies, un large chapeau en paille garni de rubans noirs. L'envoi de ces femmes au bagne cessa très tôt, dès 1903. Pour quelle raison? C'est parce que leur espérance de vie en Guyane était précaire, entre 3 et 6 ans. Sinon, attendaient d'être mariées aux bannières concessionnaires. Elles profitaient de cette semi-liberté pour aller traîner chez monsieur au Saccois. Quand elles étaient mariées au forçat, du fait qu'elles jouissaient d'une semi-liberté, allez hop, elles allaient traîner chez monsieur au Saccois, un tenancier du village. Et passaient le temps à s'envoyer en l'air. Bien souvent, c'était les religieuses qui avaient la garde des enfants. Plus besoin de donner d'office une femme aux bannières concessionnaires, ça ne marchait pas. Où est-ce que les bannières allaient chercher leurs femmes, puisque on ne leur donnait plus une femme d'office? De l'autre côté du fleuve, à savoir l'ex-Guyane hollandaise. Et pour quelle raison? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de filles sur place et de très belles? Bien sûr que oui. Mais les filles d'ici faisaient des manières, les Guyanaises. Mais attends! Repasse demain! Quand le bannière en avait par-dessus la tête d'attendre, il se procurait une pirogue, traversait le Maroni, allait chercher une Hollandaise. Et quand il avait trouvé une vraie, pas une fausse, faisait vite de traverser le Maroni. Pour quelle raison? Les Hollandais ne laissaient pas les filles quitter le pays. Pour quelle raison que les filles d'ici faisaient des manières? C'est parce que la Guyanaise qui se mariait à un bagnard était rejetée de sa famille. Le père bannissait sa fille. Sinon, sachez que Saint-Laurent-du-Maroni, à l'époque du bagne, était appelé Petit Paris. Dès qu'une feuille morte autrefois tombait par terre à Saint-Laurent, 5 bagnards. Je dis bien 5 bagnards accouraient pour la ramasser.
Saint-Laurent avait un budget à part, était donc à part des autres communes de la Guyane. Les citoyens d'antan à Saint-Laurent-du-Maroni n'avaient pas le droit de vote. Il y avait des trains à Saint-Laurent-du-Maroni. La ligne de chemin de fer s'appelait Voie de Cauville. Elle allait de Saint-Laurent à Saint-Jean, 17 km. Saint-Laurent-Charvin, 22 km. Le directeur du bagne collaborait avec le gouverneur, mais restait maître de ses décisions. Gouverneur qui siégeait à Cayenne. Autrefois, Saint-Laurent était relié à Cayenne par voie maritime. La traversée durait 3 voire 4 jours. Je vais en dessous du bâtiment parler des bagnards libérés. Pas prévu en métropole. Pour les bagnards, il y avait un seul billet, qu'un aller simple. Ayant fini sa peine, le bagnard libéré se retrouvait dehors, dans la rue, ne sachant où aller dormir, où aller manger. Son seul recours, c'était dans le rhum. Par conséquent, regagner les trottoirs ou recommencer. Libérés récidivistes. Relégués qui veut donc dire récidiviste. Les libérés qui recommençaient et qui se faisaient attraper étaient jetés dans cette partie du bagne. Pendant le temps qu'ils se retrouvaient dans ces cellules, ils garantissaient la soupe ainsi que le gîte. Que plus d'une vingtaine de bagnards libérés ont quand même réussi à se tirer d'affaire en Guyane, dont un ex-bagnard qui vient de mourir à Cayenne. Cela ne fera que 6 mois et demi. Il avait cet ex-forçat les poches tellement pleines que de son vivant, il avait du mal à marcher. C'était tellement lourd qu'il n'arrivait pas à marcher. Il se faisait passer pour un ancien gouverneur de la Guyane, un ancien général. 1946, fermeture officielle du bagne. À partir de cette date, débuta le grand rapatriement. 1953, départ du dernier convoi de bagnards de la Guyane vers la métropole. Ça a été pour moi, messieurs, dames, un grand plaisir de vous avoir fait la visite de cette partie du bagne. Et il ne faut pas quitter Saint-Laurent-du-Maroni sans aller voir la Goélette, le bateau-restaurant qui est à Balaté. Allez-y de ma part. Arrivez devant le cimetière de Saint-Laurent, tournez à droite. Vous allez voir un panneau publicitaire qui vous indique la route à suivre. Balaté est à 3 km 300 de Saint-Laurent-du-Maroni.